sur ton ordinateur. J'avais une fiche. Donc, je vais peut-être commencer par introduire en Typhon. Alors, je me suis laissé un petit peu embarquer. Bon, je voulais juste parler d'Antiphon. Et puis, finalement, chaque fois que j'attaque un penseur grec, j'ai l'impression de jouer un petit peu les Indiana Jones. Hein. Je joue aux archéologues et puis je me laisse emporter par la recherche, par les fouilles. Et puis, c'est ce qui est très agréable quand on dépoussière un petit peu ce genre de terrain. On trouve des pépites, on trouve des trucs extraordinaires. Et là, effectivement, j'ai pas mal approfondi le Antiphon, qui est un philosophe sophiste de l'époque de Socrate. Et donc, comme je vous l'ai présenté de manière assez provocateur, je vous le présente comme l'inventeur de la psychanalyse et aussi, je dirais, le premier à s'être installé en tant qu'avocat. Donc, on a effectivement un philosophe qui se présente sous deux bannières. Alors, bien sûr, je fais attention à ce que je dis, puisque là, j'utilise des terminologies qui sont propres à notre histoire contemporaine. Là, on est dans l'Antiquité. Donc, effectivement, veuillez bien m'excuser si j'emploie, bien sûr, si je loupe et que je rentre dans des connotations qui sont parfois audacieuses. Donc, en Typhon, il est effectivement, il est présenté comme ça, de cette manière-là, comme celui, finalement, le premier à s'être installé en tant que psychanalyste. Alors, à l'époque, bien sûr, on dit philosophe. Il faut savoir qu'à l'époque des Grecs, les philosophes sont considérés comme des médecins de l'âme. Donc, c'est quelque chose qui va être récurrent. Cette définition, si vous voulez, cette manière d'appréhender le philosophe va disparaître à partir du moment où le christianisme va s'installer en Europe. Mais à l'époque, donc on est à l'époque de Socrate, effectivement, le philosophe a ce rôle, effectivement, de pouvoir soigner les âmes. Donc il est souvent considéré comme médecin de l'âme. Alors Antiphon, c'est un philosophe sophiste. Il est considéré d'ailleurs un des plus grands orateurs de la cité d'Athènes. C'est un sophiste hédoniste. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que ça a son importance. Donc, il est thérapeute et il est aussi donc logographe, qui est le terme qu'on utilisait à l'époque. Si vous voulez, c'est le terme qui permet de définir ce qu'était un avocat à l'époque. On pourrait même dire que Antiphon est celui qui a inventé l'éloquence judiciaire. Donc, il est le premier à ouvrir un cabinet et à recevoir des clients, des gens qui doivent témoigner, qui doivent se justifier devant les tribunaux. Donc, il va être à l'initiative donc de l'éloquence judiciaire. Je reviendrai là-dessus. Il pratique aussi ce qu'on appelle à l'époque l'onirocritique, onirocrisie ou oniromancie, qui est l'interprétation des rêves. Et d'ailleurs, il y a plusieurs traités d'Antiphon, plusieurs ouvrages qui, malheureusement, bien entendu, ne sont pas disponibles, ont disparu. Donc, on a des fragments, si vous voulez, on a des fragments et des témoignages de la vie d'Antiphon, mais on dispose de très peu de ses œuvres, dont une œuvre qui est malheureusement, bien sûr, qui nous échappe, qui est donc un ouvrage sur son interprétation des rêves. Donc, effectivement, c'est aussi il faut se rappeler que les philosophes à l'époque, donc, vous avez bien compris qu'ils sont plutôt multicasquettes, hein, donc ils ne se contentent pas d'être philosophe, d'être logographe, mais il est également mathématicien. Et là, notamment, il a beaucoup travaillé sur le nombre pi, il a contribué à essayer de comprendre la problématique de la cercle, etc. Donc, quelqu'un qui, effectivement, est multicasquette. Donc, précurseur de la psychanalyse, alors pionnier ou inventeur de la psychanalyse, comme vous voulez, il dit que chez les hommes, finalement, la pensée gouverne le corps pour la santé et la maladie et pour tout le reste. Il y a cette idée, et qui est courant chez les sophistes, que la pensée, que la parole permet d'agir.
permet d'agir autant sur le corps que sur l'esprit. Donc, Antiphon va instituer l'art de guérir les chagrins, l'art de déchagriner, donc par la parole. Par la parole. Donc, en grec, on peut parler de techné aloupia, ce qu'on va traduire, nous, psychanalystes, par cure par la parole. Donc, il s'installe dans la ville de Corinthe, hein, près de l'Agora. Et donc, à l'époque, il met des annonces dans la ville. Donc, thérapeute, reçoit patient. Bien sûr, il se fait payer. Il se fait payer et les gens viennent pour le consulter. Et il délivre ses interprétations et il délivre ses paroles. Et il accueille bien évidemment la parole de l'autre. Donc, cette idée de traiter, bien sûr, la douleur morale par la parole, c'est effectivement, si vous voulez, c'est surtout la première trace écrite de quelqu'un qui pratique cet art. Alors, peut-être, bien évidemment, vous comprenez bien l'impossibilité de pouvoir aller de manière antérieure à Antiphon. En tout cas, Antiphon est le premier, en tout cas, dans l'histoire, avec un grand H, à être connu comme pratiquant l'art de guérir par la parole et l'art d'interpréter les rêves. Donc, Antiphon cherchait les causes du chagrin et consolait ses malades, donc avec des belles et justes paroles. Il élabora donc une méthode d'interprétation des rêves, ainsi qu'une thérapie donc par la parole. Il prétendait donc guérir les maladies psychiques par l'expression donc des sentiments par les mots et l'interprétation rationaliste des rêves. Je reviendrai aussi là-dessus, parce qu'à l'époque, donc, on sait qu'il y avait des oracles, il y avait des gens qui pratiquaient, des prêtres qui pratiquaient la divination et on interprétait les rêves dans la chair animale, avec plein de méthodologies divinatoires. Là, pour le coup, Antiphon propose une approche scientifique, c'est-à-dire qu'à l'époque, on allait consulter l'oracle parce qu'on pensait que le rêve annonçait l'avenir. On rêvait l'avenir. Donc, l'oracle est là pour nous dire ce qui va nous arriver. Antiphon a une autre façon d'interpréter le rêve parce qu'il pense que dans le rêve, il y a une explication de la douleur. Il dit que le rêve parle de notre douleur. Donc, c'est assez novateur, hein, révolutionnaire, je dirais, pour l'époque, d'approcher le rêve de cette manière-là. Et vous comprenez bien ici le rapport avec Freud. Vous comprenez bien que là, effectivement, il fait le lien entre le rêve et le symptôme. Donc on doit à Antiphon donc, plusieurs traités, discours, hein, dont l'art d'échapper à l'affliction. Et malheureusement, bien, il reste que des fragments. Donc, Antiphon est un hédoniste libertaire, hein, qui recommandait d'aller à l'encontre des conventions sociales et de respecter les lois de la nature. Et donc là aussi, on peut faire un lien avec Otto Gross, Wilhelm Reich, Erich Fromm, donc ce qu'on va appeler le freudomarxisme. Hein. On peut faire déjà un lien puisque Antiphon est un critique de l'État, si vous voulez, du pouvoir politique. Proche des stoïciens et des cyniques, Antiphon pense que l'argent, la famille, les honneurs sont des fausses valeurs qui éloignent du bonheur et de l'autonomie. Donc, il veut privilégier le registre de l'être sur le registre de l'avoir. Donc, il fait partie de ces philosophes qui pensent que être, c'est dans le registre de l'être qu'on peut accéder au bonheur et que avoir, que posséder ne fait que conduire au malheur. Donc, il nous dit, dans la vie, tout paraît petit et de courte durée. La vie, c'est un dé qu'on lance. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a des gens qui ne vivent pas leur existence présente. Ils mettent tous leurs ailes à se préparer à vivre une autre vie qui n'est pas de ce monde. En attendant, le temps file. Donc, il a bien évidemment un regard très critique sur les gens de son époque, autant sur les institutions qu'effectivement au niveau des mœurs, le comportement névrotique, on va dire, des Grecs de l'époque. Donc, pour se connaître soi-même, il faut connaître les lois de la nature. C'est ce qu'il va préconiser. Là aussi,
on pourra essayer de voir le lien avec la psychanalyse, avec Freud, cette idée de, effectivement, qu'est-ce que c'est que la nature psychique, qu'est-ce que c'est que connaître les lois de la nature psychique. Donc, cette connaissance de la nature, elle passe pour Antiphon par, bien sûr, la philosophie, et permet donc de conjurer la peur et de fabriquer de la rationalité et du plaisir. Donc, comme c'est un hédoniste, bien sûr, il y a une réflexion aussi sur la notion de plaisir. Je vous rappelle que Freud a beaucoup aussi insisté sur ce qu'il appelait le principe de plaisir et le principe de réalité. Donc, la question du plaisir, bien évidemment, très importante en psychanalyse. Donc, la vie et la mort donc, sont des lois de la nature, elles sont absolues. Les lois de la cité, elles sont relatives. Je reviendrai encore là-dessus plus tard. Donc, pour Antiphon, il n'y a pas de vérité absolue. L'opinion de l'un est aussi vraie que l'opinion de l'autre. La vérité est fluide, relative et plurielle. Et dans ces tétralogies, Antiphon montre qu'une même histoire peut être racontée de 3 manières différentes, de plusieurs manières différentes. Donc, en réalité, de manière infinie. Et ceci change bien sûr le sens qu'on donne à l'histoire et la perception qu'on a de la vérité. Et Antiphon, bien sûr, essaye aussi, parce qu'on comprend bien qu'à l'époque, il y a une opposition entre Platon qui prétend pouvoir accéder à la vérité et les sophistes qui pensent que finalement, on ne peut pas accéder à la vérité, qu'on ne fait qu'effleurer la vérité. Mais que la vérité, on ne peut jamais la toucher, en tout cas, elle n'est jamais absolue. Donc ça, c'est important parce que je rappelle que c'est aussi une posture qui est très importante en analyse, puisque le psychanalyste ne détient aucune vérité. Il est là pour révéler la vérité que le sujet se construit, mais il n'est pas détenteur d'une vérité sur le sujet. Il faut bien le rappeler que, et même qu'en psychanalyse, on ne dévoile aucune vérité, on ne fait que montrer des possibilités, des possibles vérités, mais qu'on ne touche jamais à une vérité absolue sur le sujet. Donc là aussi, il y a un lien avec la philosophie sophiste qui me semble vraiment fascinante. Donc, retenons que pour un sophiste, on a cette idée que chacun peut intervenir sur autrui avec la parole, que la parole, elle est cardinale et qu'avec l'habileté langagière, on peut tout construire, on peut tout faire, on peut se créer soi-même grâce à la parole. La parole est créatrice, qu'elle est thérapeutique. Donc, pour Antiphon, si vous voulez, donc dans le rêve, on peut trouver la douleur. On peut trouver, en écoutant le rêve de l'or, on peut lui trouver, comprendre sa douleur. Donc, le rêve, ce n'est plus seulement, je dirais, on n'est plus seulement dans le rêve prémonitoire. Donc, on n'est plus, le rêve, c'est pas seulement ce qui annonce ce qui va devenir, mais le rêve explique aussi, comment dire, parle aussi de quelque chose que je n'ai pas pu réaliser à l'état de veille. Donc, Antiphon nous montre qu'effectivement, le rêve, ça parle aussi des choses que je n'arrive pas à réaliser dans la vie réelle. Donc, des frustrations, des actes manqués, etc. Donc, le rêve permet de mettre cela en avant. Donc, il va carrément dans cette idée de dire que le rêve est la voie royale qui mène à la résolution des conflits. Le rêve enseigne quelque chose sur la douleur du rêveur, sur l'agencement de son psychisme. Le rêve révèle, si vous voulez, la mécanique psychique du rêveur. Donc, en passant par le rêve, finalement, on peut accéder à ce que Freud appelle l'inconscient et ainsi traiter la souffrance psychique. Donc, Antiphon propose une démarche rationnelle, scientifique de l'analyse des rêves. Je vous dis qu'il va à l'encontre de ce qui se faisait habituellement chez les Grecs, puisqu'on est vraiment éloigné des pratiques divinatoires, alors qu'ils pratiquent aussi la divination, ils pratiquent aussi la mantique, comme je vous dis, c'est un touche-à-tout. Mais là, il apporte une autre façon d'aborder le rêve,
où il entend trouver, si vous voulez, des causalités, des enchaînements. Il entend trouver des causalités dans l'histoire du rêveur. Donc, il ne prétend donc pas détenir la vérité du rêve, mais les moyens de réduire, si vous voulez, la négativité du rêve et de pouvoir faire le lien avec la douleur du rêveur. On peut aussi rajouter qu'il a une pratique donc, de l'analyse des rêves, une pratique qui est un peu humoristique, si vous voulez, un peu ironique, hein, à la manière de Socrate. Donc, il aime bien, il a des pointes d'humour, en tout cas dans les fragments qu'il nous a laissés. Donc, bon, sur l'ouverture du cabinet, donc on manque bien sûr de dates. On sait qu'il a ouvert un cabinet donc à Corinthe où il recevait des patients. Et on sait qu'ensuite, il a fermé ce cabinet et qu'ensuite, bon, a priori, il aurait ouvert un cabinet d'avocats. Donc, il aurait en tout cas, il aurait changé un petit peu donc, sa pratique. Il aurait fait évoluer sa pratique. Je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme une rupture, mais comme une sorte d'évolution de sa pratique. Pour continuer sur son idée, qu'est-ce qu'on peut dire de l'onirocritique, hein, donc de l'analyse des rêves chez Antiphon à l'époque. Donc, il y a cet ouvrage, hein, malheureusement, dont on n'a pas accès. Peut-être qu'un jour, un archéologue arrivera à le déterrer, on ne sait jamais. Mais apparemment, donc, ce qu'on peut savoir de cet ouvrage, c'est que donc, il est intitulé Onirocritique, et ce serait donc une collection de rêves, des rêves interprétés auxquels donc Antiphon donnait une deuxième version interprétative. Donc, on nous dit par exemple un coureur qui devait courir donc à Olympie avait rêvé qu'il conduisait un quadrige. Le lendemain matin, ce coureur alla trouver un interprète. « Tu vaincras, dit-il. Cela est un signe de la vitesse et de la force des chevaux. » Après quoi, le coureur alla trouver Antiphon. Et Antiphon de dire « Tu seras vaincu, cela est nécessaire. Ne comprends-tu pas que 4 coureurs te devancent ?» Donc, là, on a donc un rêveur qui va consulter 2 personnes. Donc, il va effectivement, je pense, consulter un premier interprète qui est certainement un oracle. Et on voit ce que dit Antiphon. Hein, il a une pratique, donc, la façon dont il interprète. Donc, il y a quelque chose d'ironique. Il y a un côté lacanien, hein, de venir frustrer aussi le rêveur. Parce que le rêveur, finalement, s'attend à ce qu'on rentre dans son sens. Et on voit tout de suite Antiphon qui, tout de suite, inverse un petit peu le fantasme du rêveur. Il ne va pas dans le sens du fantasme. On voit bien qu'il frustre quelque part le rêveur. Donc, la manière antiphonienne d'aborder le rêve donc, était l'expression aussi d'un art. Hein. Il faut bien comprendre que Antiphon interprète le rêve à la manière d'un philosophe sophiste et non pas à la manière d'un oracle. Donc, un philosophe sophiste, c'est celui qui maîtrise le discours, celui qui maîtrise le langage. C'est un personnage de théâtre. Donc, voilà, là aussi, on peut faire le lien avec ce que nous a laissé Lacan. Parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu les vidéos, les conférences, séminaires de Lacan, on voit le personnage de théâtre. On voit, d'ailleurs, je vous renvoie un livre de Barbara Cassin sur Jacques Lacan, qui s'appelle, je crois, Jacques le grand sophiste, et qui fait le lien entre la psychanalyse lacanienne et les philosophes sophistes. Donc, on peut parler au sujet de l'interprétation pratiquée par Antiphon de interpretatio artificiosa, c'est-à-dire que on est, si vous voulez, non pas dans une interprétation des rêves à caractère religieux, mais bien dans une posture qui est beaucoup plus rationnelle, on va dire. Sur une autre anecdote au sujet d'Antiphon, donc quelqu'un considérant comme inquiétant présage que sa truie ait dévoré ses porcelets, elle a donc consulté Antiphon qui donc avait vu la bête maigrir faute de nourriture, et il dit donc au rêveur
réjouis-toi de ce signe, bien qu'affamé, la truie n'a pas mangé tes enfants. Donc, là aussi, on voit une manière d'interpréter le rêve où donc Antiphon observe donc comment il observe comment dire, des éléments réels dans lesquels se situe le rêveur. Hein. Donc, il comprend bien il comprend bien je dirais la posture de cette truie. Et finalement, il amène le rêveur à se poser la question, mais finalement, bon, dans ton rêve, finalement, tu parles de mauvais présages, mais finalement, la truie ne dévore pas tes enfants, donc tout va bien. Donc, il a aussi une manière, finalement, de renvoyer aussi au réel. Encore une fois, dans quelque chose aussi qu'on retrouve en psychanalyse, hein, de faire cet effet de scansion et de ne pas toujours être dans la surenchère, de vouloir à tout prix rentrer dans des modèles interprétatifs, mais parfois, effectivement, de renvoyer, je dirais, au principe de réalité. Donc, la posture d'Antiphon aussi me fait penser un petit peu, si vous connaissez un petit peu le bouddhisme zen, à la pratique des koans. Vous savez, c'est ces questions qui boutadent, ces questions qui n'ont pas de réponse, hein, qui font réfléchir. Donc, c'est comme si Antiphon nous poussait donc à réfléchir en nous-mêmes. Hein. Donc, cette idée de penser en son fort intérieur et de décider nous-mêmes. Donc, là aussi, on est très, très, très familier avec la psychanalyse. Donc, les rêves, les textes, les paroles, les discours peuvent être lus et entendus aussi de plusieurs multiples façons et peuvent accepter, si vous voulez, de multiples interprétations, de multiples scansions. Et cela donc produit à chaque fois une causalité nouvelle. Donc, il y a aussi cette idée chez Antiphon d'amener le rêveur à s'ouvrir à plusieurs interprétations et à ne pas s'enfermer dans une interprétation. Et ça aussi, c'est important dans la pratique clinique parce que c'est des choses qu'on peut constater hein, chez certains de nos confrères, de nos consoeurs, c'est effectivement de rester sur un modèle interprétatif. C'est pour ça qu'au niveau de la PE, je tiens à ce qu'on ait cette dimension transdisciplinaire. Ça veut dire aussi qu'on croit justement au bénéfice d'avoir une multiplicité interprétative, si vous voulez, le fait de ne pas rester bloqué sur une interprétation freudienne d'un rêve ou une interprétation jungienne, de pouvoir justement être assez souple pour avoir différentes lectures du rêve. Il n'y a pas qu'une lecture fraudosexuelle, si vous voulez, du rêve, parce que c'est vrai que chez certains, quand on fait une interprétation des rêves, il m'est arrivé effectivement d'entendre des interprétations qui étaient redondantes, c'était toujours la même interprétation, notamment par rapport au complexe d'Oedipe. De toujours vouloir calquer le modèle oedipien sur un rêve. Antiphon nous invite donc à avoir plusieurs lectures. Et donc, c'est un petit peu ça aussi que, ici, au niveau de la PE, on essaie de vous enseigner, c'est-à-dire à adopter ce geste qui n'est pas simple, mais qui consiste justement à ne pas se laisser embarquer par un seul modèle, une seule interprétation, mais pouvoir ouvrir, si vous voulez, une sorte de champ des possibles. Donc, l'orinocrisie, se pratiquait donc par ce qu'on appelait un orinocrite. Chez Antiphon, en tout cas dans sa méthodologie, généralement, il y avait 3 façons au moins d'interpréter son rêve. Donc, le rêveur, si vous voulez, donc avec lui-même, en se remémorant le rêve et en le transcrivant, donc ce qui est une posture, si vous voulez, individuelle. Donc, c'est le rêveur avec lui-même. Deuxièmement, donc le rêveur parle de son rêve à autrui et demande des interprétations donc à des proches, des amis, une famille. Donc là, on est dans une posture relationnelle. Troisièmement, le rêveur parle de son rêve à une autorité religieuse, scientifique ou ésotérique. Et là, on a une posture professionnelle. Donc, retenez trois façons, en tout cas, d'aborder, d'interpréter un rêve, c'est-à-dire une posture qui est individuelle, donc je le fais avec moi-même. Deuxièmement, je vais le faire avec un ami ou avec un proche.
Et troisièmement, je le fais avec un professionnel. Donc, le matériel onirique donc, présente aussi différentes natures, le matériel onirique en tant que tel. C'est-à-dire que premièrement, bon, il peut se présenter sous la forme de souvenirs de rêves. Donc, c'est un fait mémoriel, immatériel et individuel. Donc, c'est le fait de raconter, bien sûr, un rêve dont je me souviens. Deuxièmement, on peut présenter, si vous voulez, des récits de rêves racontés à une tierce personne. Donc, on est dans un fait oral et relationnel. Et troisièmement, on peut présenter un rêve finalement en transcrivant le rêve sur papier ou en le dessinant. Donc là, on a affaire à un fait matériel écrit, dessiné ou même joué. Donc, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, il existe plusieurs systèmes interprétatifs. Donc, il y a vraiment plusieurs modèles interprétatifs, que autant chez les philosophes que chez les oracles. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Antiphon est un hédoniste, un sophiste hédoniste, et ça a son importance. Ça a son importance parce que l'hédonisme d'Antiphon nous dit qu'on peut éviter la douleur donc par un usage thérapeutique de la parole, parce que quelque part, on va aussi rechercher le plaisir. Donc la question de la recherche du plaisir chez Antiphon, c'est aussi quelque chose de très essentiel. Alors avant de parler de l'hédonisme, ça serait bien peut-être de voir que Antiphon s'y propose une réflexion sur l'individu, comment il conçoit l'individu à l'époque de la société athénienne. Et la façon dont il parle de l'individu m'a beaucoup fait penser, bien évidemment, à mes professeurs, notamment à Michel Maffezoli, par rapport à l'individu postmoderne. C'est vraiment fascinant, c'est pour ça que je vous dis, j'étais vraiment fasciné par ce que j'ai trouvé cette semaine. Donc, Antiphon, on conçoit l'individu comme ennemi des lois civiles. Donc, ça commence bien. Il ne croit plus, donc l'individu pour Antiphon, c'est celui qui ne croit plus finalement au contrat social qui garantirait la liberté. Donc, l'individu pour Antiphon ne se définit pas avec les institutions, mais contre les institutions. Donc, c'est-à-dire que l'individu va se définir seulement avec lui-même. Donc, là-dessus, il a une posture clairement radicale. C'est avec lui-même, avec ses propres lois qu'il va se définir. Donc, c'est un individu postmoderne qui, finalement, est le seul créateur de lui-même. Donc, pour Antiphon, et chez la plupart des sophistes, il y a cette opposition entre ce que les Grecs appellent la physis et le nomos, entre la nature et la règle, entre la nature et la culture. Donc, pour Antiphon, il y a cette idée que le nomos, que l'institution récuse quelque part l'animalité de l'homme et pense exclusivement l'individu comme un être rationnel ou un être de loi. Et que chez les sophistes, il y a cette idée importante qu'il y a une part animale, si vous voulez, dans l'être humain, et qu'on n'est pas qu'un être fait de raison, mais il y a une nature agissante en nous-mêmes. Donc, il y a cette idée de l'existence de lois naturelles qui agissent en nous-mêmes et qui sont en opposition finalement avec les lois civiles. Donc, pour Antiphon, on doit prendre position pour la nature contre les lois civiles. Antiphon nous dit qu'il faut aussi distinguer la sphère publique et la sphère privée. Et là aussi, ce n'est pas très clair, puisque finalement, il nous dit que dans la sphère publique, il faut obéir aux lois civiles, mais dans la sphère privée, il faut désobéir aux lois civiles et obéir donc aux lois naturelles. Donc, encore une fois, je m'excuse, mais on a des fragments, donc on n'a pas accès à la totalité de son œuvre, donc c'est très difficile de… je mets des hypothèses, j'avance prudemment pour essayer de comprendre, avec ce qu'on connaît des sophistes, de comprendre un petit peu comment
sa position, en tout cas ce que dit sa position sur l'individu. Donc, Antiphon considère qu'obéir aux lois civiles est aussi anti-hédoniste. Il dit que se soumettre donc aux lois crée des douleurs. Là aussi, c'est intéressant et encore une fois, il est certainement proche d'Otto Gross et tous les freudo-marxistes, cette idée que la loi crée des souffrances psychiques. Et donc que la névrose n'est pas seulement un fait intime, un fait individuel, mais que la névrose peut être aussi créée par les lois, par des lois injustes. Donc, il critique les tribunaux de son époque. Il dit qu'un tribunal ne fait pas émerger la vérité, qu'il y a une injustice morale à croire que dans une confrontation entre deux parties surgira la vérité. Il dit qu'on sait la réelle difficulté à prouver qu'on est victime. On sait que c'est très difficile de le prouver et de faire émerger cette vérité, en tout cas de faire émerger une vérité absolue. Et il dit qu'en vrai, la parole, le discours sont plus déterminants que la vérité elle-même. Et il dit que ce qui fait la différence dans un tribunal, c'est celui qui maîtrise le discours. Donc, il est le premier et le fondateur de ce qu'on va appeler l'éloquence judiciaire. Donc, il va effectivement proposer ses services. Donc, vous voyez bien qu'on a quelqu'un qui pratique la thérapie. Et puis, d'un coup, il va ouvrir ce cabinet d'avocats et on sait qu'il accueille essentiellement les plus démunis, ceux qui subissent un appareil judiciaire qui est injuste. Et il leur propose justement l'éloquence judiciaire en leur expliquant qu'en maîtrisant le discours, ils peuvent gagner. Donc, l'obéissance à la loi ne paie pas. Un personnage qui sait bien mentir pourra aisément s'en sortir, alors que le personnage qui dit la vérité triomphera difficilement. Donc, mieux vaut un bon mensonge qu'une vérité malhabile. Donc, encore une fois, on est bien dans l'idée que pour les philosophes sophistes, le langage peut tout, le discours peut tout. Donc, ça veut dire que ça peut sauver des vies. Donc, Antiphon se dit, autant mettre mon talent d'orateur au service des plus démunis. Et vous voyez bien que là se profile un petit peu toute la vocation d'avocat. Donc, d'aider celui qui subit l'injustice, celui qui effectivement se retrouve dans une posture où soit il n'arrive pas à dire la vérité, soit il est dans la possibilité de justifier, d'apporter des preuves. Donc, cette idée que par le discours, par la maîtrise langagière, on peut le sauver. C'est extraordinaire. Donc, il a compris, en tout cas dans son parcours, il a compris qu'on pouvait aider les gens individuellement par rapport à leurs problèmes personnels, que la parole était agissante, était thérapeutique, mais qu'en même temps, elle pouvait bien sûr nous sortir des démêlés judiciaires. Donc, Antiphon dit qu'on peut donc régler un problème judiciaire, puisque fondamentalement, ça va être un problème dialectique, parce que ça va être toujours une compréhension langagière, c'est là-dessus qu'on agit, se faire comprendre. Donc, mettre l'art de parler au service de la vérité, s'en servir même comme une arme. Donc, Antiphon se met au service des plus démunis. Et il faut savoir aussi que les sophistes étaient très proches des gens. Alors, vous avez tous entendu parler des philosophes sophistes, et la manière dont on parle des sophistes est souvent négative. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les sophistes essentiellement par Platon. Platon qui n'aimait pas les sophistes. Platon qui était un philosophe plutôt aristocratique. C'est pas un philosophe qui était proche des gens, proche des démunis, des esclaves. C'était essentiellement quelqu'un qui a, en tout cas dans sa pensée, quelqu'un qui mettait la vérité avant le discours, avant le langage. Donc, il dénonce dans son œuvre. Platon s'attaque essentiellement à Protagoras et Gorgias, donc deux autres philosophes sophistes très connus de leur époque, et grosso modo, dans les ouvrages de Platon, il dégomme les sophistes. Le souci, comme je vous explique, c'est qu'on n'a que des fragments des philosophes sophistes. Donc, la manière dont on a enseigné les sophistes à l'université, on n'a pas toujours rendu justice finalement aux philosophes sophistes.
il y a une incompréhension et on les associe à des, comme si c'était des philosophes qui faisaient du marketing, qui parlaient pour rien dire, qu'ils parlaient, ils balançaient des faux semblants de discours pour pouvoir usurper les gens, les corrompre, récupérer leur argent, etc. Et ça, effectivement, il faut rendre justice. Et aujourd'hui, bon, on a des universitaires de qualité, je pense à Pierre Hadot, qui nous permettent effectivement d'avoir un autre regard sur les philosophistes et nous comprendre un petit peu comment ils pratiquaient la philosophie. Effectivement, c'est très différent des écoles platoniciennes. On a une pratique qui est différente. Et donc, on a des philosophes qui sont proches des gens, proches du peuple, et effectivement qui se font payer. Je reviendrai aussi là-dessus parce qu'il y a des choses aussi qui sont étonnantes. Mais retenez que voilà, les sophistes ont été beaucoup influencés par l'hédonisme de l'époque, et que la loi hédonine dit qu'il faut finalement vivre avec la nature, selon la nature, et qu'on peut fabriquer du bonheur. C'est de retenir cette idée. Qu'est-ce que c'est que tourner le dos aux lois civiles pour se tourner vers les lois de la nature? Finalement, c'est pouvoir vivre avec des règles naturelles qui vont nous garantir la fabrique du bonheur. Donc, vous voyez bien qu'il y a un hédonisme, bien sûr, qui est libertaire. Je reprends bien sûr une terminologie qui est propre au XIXe siècle, et qu'on va retrouver chez les stoïciens, les cyrénaïques et les cyniques. Donc, dans d'autres écoles philosophiques, on va retrouver cet hédonisme libertaire, dont Michel Onfray a d'ailleurs beaucoup parlé. Donc, l'idée, si vous voulez, de se construire soi-même en dehors des normes sociales, en dehors des normes juridiques. Premier de cet hédonisme libertaire, il y a cette idée, premièrement, cette idée qui est importante, c'est de se tourner le dos aux richesses. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, ils se faisaient payer, mais en même temps, les sophistes expliquaient qu'il fallait renoncer à l'argent, que l'argent crée de la souffrance, que l'argent n'est pas réel, que c'est beaucoup de fantasmes autour de l'argent, qu'on fantasme. Donc, il raconte aussi une histoire parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui demande à Antiphon si on peut, je crois que c'est un ami lui demande de l'argent, et il dit non, je t'en prête pas. Et il cache cet argent dans un coin de jardin et il se fait piquer sa cassette. Alors il se dit, finalement, qu'il soit caché ou que je le donne, finalement, ça revient au même, quoi. Ça sert à rien. C'est inutile. Donc, il y a tout un discours sur l'inutilité de l'argent, sur le côté complètement fictif. Donc, il dit simplement, il faut se défaire de cette obsession de l'argent. Il dit que l'argent, c'est juste un moyen, mais que ce n'est pas une fin. Et si on considère l'argent comme une fin, on est foutu. On est foutu. Et que dans la pratique clinique, vous savez combien Freud a aussi disserté sur l'argent, sur le rapport entre l'argent et la névrose. Le fait que, effectivement, l'argent renvoie à nos manques, à nos ambitions, etc. Quand on en a trop, on n'en a pas assez. Quand on n'en a pas, on en veut plus. Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. On est toujours finalement dans l'attente. Et donc, Antiphon nous explique qu'on est possédé par l'argent. Et que c'est un peu dans ce qu'on dit dans la Bible par rapport au veau d'or. C'est qu'on est possédé par le pouvoir. Et donc, on ne peut pas se construire nous-mêmes. On ne peut pas se construire si on est possédé par le pouvoir, par l'argent. Parce que finalement, l'argent nous dépossède de nous-mêmes, nous dépossède de notre possibilité de nous construire nous-mêmes. Ensuite, il explique qu'il faut renoncer aux honneurs, aux titres. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de titre, on n'a pas besoin de tout ça. C'est tout ce qui est la recherche des honneurs est une recherche vaine. Il dit qu'être honoré, ça ne change pas la vie. Je vous garantis qu'avoir eu un doctorat de sociologie, ça n'a pas rien changé à ma vie. Ça n'a rien changé. Donc oui, un titre ne change rien. Ça fait plaisir à l'ego, mais ça ne change rien à la vie. Il explique aussi qu'il faut, là aussi c'est paradoxal, mais il dit qu'il faut renoncer aux valeurs familiales. Alors là, on ne s'y attend pas. En gros, il nous dit qu'il faut renoncer à l'Oedipe.
renoncer au mariage, renoncer aux enfants. Parce qu'il explique, si vous voulez, il y a une doctrine autour du plaisir et il pense que le plaisir, par exemple, d'être avec un bel Apollon, le plaisir de connaître une grande passion amoureuse, il dit que tout ça, ça ne dure pas. Ce sont des plaisirs qui ne durent pas. Donc, il ne faut pas, à son sens, il ne faut pas investir des plaisirs qui ne sont pas durables. Parce qu'on va être frustré derrière, on va se casser la gueule. Pour lui, il faut investir des plaisirs durables. Donc, il y a une réflexion sur ce qu'est un plaisir durable. Alors, il ne dit pas qu'il faut renoncer à l'amour. Il dit qu'il faut renoncer aux valeurs familiales. Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre? C'est dire, encore une fois, il faut renoncer aux valeurs familiales telles qu'elles sont définies par la culture, par les institutions. Le mariage, la maternité, tout le système culturel autour de la famille, il dit qu'il faut renoncer et se diriger plutôt vers les lois de la nature. Je vais revenir plus précisément sur ce que ça peut être le droit naturel chez Antiphon, ça aussi c'est intéressant. Donc la fabrique du bonheur, c'est ce qu'il faut retenir, la fabrique du bonheur se fait dans l'indépendance, dans l'autonomie, dans la sculpture de soi. Et là aussi, on rejoint quand même quelque chose qui est très proche de la psychanalyse, puisqu'on analyse effectivement, on apprend aussi finalement cette idée d'indépendance, d'autonomie. On apprend à être avec soi-même. Je suis à moi-même ma propre norme. Je suis à moi-même ma propre norme. Et je n'attends pas de l'État, des institutions, d'autrui, de juger ce qui doit être bon pour moi. De juger ce qui doit être bon pour moi. C'est à moi et à moi seul de juger ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas à autrui de m'offrir le bonheur. Je suis le seul à pouvoir m'offrir le bonheur. Donc, riche, célèbre, père de famille, donc ce ne sont pas les choses qui garantissent le bonheur, bien au contraire. Il faut se libérer des valeurs sociales et construire sa propre liberté. Et pour construire sa liberté, il faut se créer soi-même. La fabrication de soi permet de réaliser la vie bonne, mais il faut suivre la nature. Donc, cette idée qu'il faut suivre la nature, que aussi il y a un regard sur la nature qui est intéressant parce qu'il dit ne faut pas avoir peur de la nature, parce qu'il remarque qu'à l'époque, les gens ont peur de la foudre, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie, ils ont peur du Covid. Non, le Covid n'existait pas à l'époque, mais il y avait aussi des pandémies. Et il dit que c'est en connaissant les lois de la nature que je peux commencer à me construire et que cette connaissance des lois de la nature permet ce qu'il appelle une éthique de la conjuration de la peur. Donc, plus je connais les lois de la nature, plus je connais les lois de ma nature, et mieux je peux me construire et mieux fabriquer mon bonheur. Il dit aussi qu'il faut viser la jubilation. J'aime bien ce terme de jubilation, je trouve qu'il c'est original. Donc, il dit qu'il y a des effets dans la pratique philosophique, dans le travail d'introspection, hein, il y a des effets qu'on retrouve dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut, en grosso modo, si je devrais le traduire, il faut vivre sa psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse ne se réduit pas à ce qui est vécu dans la séance, mais qu'on doit pouvoir vivre sa psychanalyse, ça veut dire tout ce qu'on va se trouver en soi-même, il faut pouvoir le mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Donc, il se dégage aussi donc, une sorte d'humanisme égalitaire dans la pensée d'Autifon. Donc, suivre les lois de la nature, ça implique beaucoup de choses. En fait, Antiphon nous dit que dans la culture, en fait, on est dans des inégalités. Je rappelle qu'à l'époque des Grecs, il y a ce qu'on appelle les barbares. Le barbare, c'est celui qui ne parle pas le grec. Barbare, c'est parce qu'il prononce barbare, il n'arrive pas à parler le grec. Donc, ce sont les Grecs eux-mêmes, c'est-à-dire les législateurs grecs, qui vont nommer celui qui ne parle pas le grec, ils vont le nommer barbare. Et ils vont créer donc une distinction. Donc, les Grecs d'un côté, les civilisés, et les barbares de l'autre. Et Antiphon nous dit, on ne peut être barbare, on ne peut être barbare
si vous voulez, dissemblable que parce qu'on reconnaît les lois civiles. C'est-à-dire que dans la nature, il n'y a pas de barbares, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas d'homo, il n'y a pas d'hétéro, il y a rien de tout ça. Il n'y a pas d'institution qui juge. Si on sait les lois de la nature, il n'y a pas de barbarie, il n'y a pas de civisé, il n'y a pas de. On est tous égaux au départ, si vous voulez. Dans la nature, on part tous égaux. Dans la culture, on part tous inégaux. Puisque dans la culture, on est défini à notre naissance, alors que dans la nature, eh bien, effectivement, on n'est pas nommé en tant que tel. Donc, si vous voulez, face aux besoins naturels, il y a une sorte d'égalité absolue. Il y a aussi cette idée aussi qui va ressurgir chez Antiphon, l'idée que la concorde avec soi-même va rendre possible la concorde avec les autres. C'est en me construisant moi-même que finalement je participe à la construction d'une collectivité qui elle-même pourra peut-être respecter les lois de la nature. Donc, il y a aussi cette ambition qui est un peu écosophique et qui est un petit peu, vous voyez, quand on relit Antiphon, on comprend aussi la permanence des idées de la pensée grecque. On voit que c'est d'actualité parce que je pense un petit peu à tous ces mouvements écosophiques, ces associations qui, effectivement, créent des projets d'habitation dans la nature, revivre dans la nature, créer des habitations réversibles, etc. Donc, tous ces projets qui sont j'ai suivi là, depuis les 12 derniers mois beaucoup de Parisiens qui quittent la ville pour pouvoir s'installer dans la nature. Donc, c'est très troublant de voir la pertinence des propos d'Antiphon par rapport à ce qu'on vit à notre époque. Donc, par rapport au fait qu'on a de plus en plus de défiance vis-à-vis des institutions. De plus en plus de personnes revendiquent ce besoin de se construire soi-même. De plus en plus de gens revendiquent un hédonisme justement libertaire, le fait de pouvoir satisfaire son plaisir individuel. Donc, il y a quelque chose, voilà, encore une fois, on est dans une réflexion de comprendre ce qu'est la philosophie des sophistes, de comprendre effectivement la posture d'Antiphon, d'essayer de comprendre cette pensée qui est originale, qui est clairement originale, qui dénote, qui dénote par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école, c'est-à-dire par rapport à Platon, par rapport à Aristote, par rapport à Épicure. Il y a beaucoup d'incompréhension, enfin en tout cas ou plutôt il y a des choses qui ont été mal comprises ou mal enseignées au sujet des philosophes grecs. Et c'est important, voilà, de remettre, remettre ça en place, en tout cas de pouvoir relancer un débat. Je ne prétends pas, encore une fois ici, révéler une vérité absolue sur la pensée d'Antiphon. Là, c'est vraiment aussi une réflexion aussi qui est personnelle, que je vous propose. Donc, on est ici pour débattre, pour discuter, échanger, essayer effectivement de comprendre qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu de cet héritage, parce qu'on peut parler d'héritage d'Antiphon, et comment, encore une fois, l'intérêt, c'est de comprendre en quoi ça peut aider la pratique clinique. C'est ça ce qu'on va rechercher, comment ça peut nous aider aussi à nous construire en tant qu'analyste, de voir effectivement dans le monde dans lequel on est, dans la société. Je sais que, notamment par rapport à la justice, vous avez tous plus ou moins chacun son expérience par rapport aux institutions. Donc là aussi, c'est important parce que la psychanalyse aussi a beaucoup, je dirais, s'est beaucoup penché sur la relation entre l'analysant, entre le sujet en tout cas, et l'institution, que le pouvoir politique crée de la souffrance. Et ça, je crois que voilà, le fait qu'Antiphon en parle, je crois que c'est important. Et je crois que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup on entend beaucoup d'expressions qui sont assez manifestes, révélatrices de cette souffrance. Je crois qu'on peut tous témoigner ici des effets effectivement de certaines mesures politiques sur le fait que effectivement ça peut créer notamment le port du masque, le confinement, et comment ça peut aussi créer bien évidemment des troubles psychiques, des souffrances, etc. Donc voilà, qu'est-ce que cette nature, bien sûr, encore une fois, ce sont des fragments.
Il faut essayer de comprendre ces fragments à la lumière de ce qu'on a hérité de nous au niveau de la psychanalyse, puisque Freud, Jung, Reich aussi se réfèrent beaucoup aux lois de la nature, puisqu'on essaye d'aborder aussi l'inconscient comme si c'était quelque chose, bien sûr, l'inconscient est du côté des lois de la nature et pas des lois de la société. Eh bien, c'est ce qu'on essaye aussi de cerner, de quelque chose qui vient on parle d'ailleurs de nature psychique. Donc quelque chose, effectivement, qui est pas judiciarisé en tant que tel. Est-ce qu'on peut judiciariser l'inconscient? C'est une question que je vous pose. Je ne sais pas si on peut judiciariser l'inconscient, mais je crois qu'il y a un lien manifeste entre les lois de la nature et les lois de l'inconscient, si on peut parler des lois de l'inconscient. Bon, vous avez la parole. J'ai trop dit. Oui, Alain? Il faut ouvrir votre micro, Alain. Alain, C'est fait, merci. c'est C'est bon. bon, j'ai bougé. Oui, il y avait aussi une pratique concernant les chagrins, les angoisses, les dépressions. Son système, c'était l'utilisation de la logothérapie, hein, donc par la parole, où il arrivait quand même à des résultats assez probants concernant le mal-être intérieur, ce qu'on vit aujourd'hui avec cette histoire de Covid difficile à vivre, où la psychothérapie est d'une grande importance, où les gens ont une certaine peur de l'approcher, soit pour cause de moyens, et ça, tu connais le problème, ou pour d'autres raisons. Donc, quelle est ton idée, ton approche sur les chagrins, les dépressions, ce que nous vivons en ce moment et qui était sa spécialité? Par rapport à quoi? Je n'ai pas trop cerné où tu veux en venir. Sa technique pour faire sortir les gens des chagrins, de la détresse, du mal-être par la parole, par la sagesse, par des conseils, un genre de médicament par la parole. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a quelque chose d'équivalent? Quelle est l'utilisation? Comment on peut s'y prendre? C'est une technique. Ce que j'essaie de dire, c'est finalement ce que propose Antiphon, c'est exactement ce que propose la psychanalyse. C'est-à-dire d'accueillir une souffrance et que derrière, effectivement, de poser un cadre analytique et par plusieurs procédés, le transfert, mais aussi la parole qui à la fois exprime et agit. C'est-à-dire que la parole de l'analyste comme aussi acte réparateur, comme acte thérapeutique. Et on le voit très bien avec tous les témoignages qu'on a par rapport à la pratique de Jacques Lacan, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de témoignages sur la pratique de Freud, mais sur Lacan, effectivement, j'ai envie de dire les pirouettes langagières ou les lacaneries de Jacques Lacan, il y a plusieurs témoignages effectivement d'analysants qui racontent comment la parole de Lacan, comment elle crée quelque chose elle crée un effet sur la psyché de l'analysant. Comment tout d'un coup ça fait cogiter, ça crée une surprise, ça crée une réflexion, ça crée ce que j'appelle un déclic. Comment la parole de l'analyste permet effectivement de déboucher sur ce déclic. Et le nombre de fois où les analysants reviennent à une séance et en me disant « Ah, vous avez dit quelque chose la dernière fois, ça m'a fait un déclic. Oh, c'est incroyable, ça, comme si ça avait libéré quelque chose. » Donc oui, une parole qui libère, un mot qui libère, un mot qui permet de toucher au vif. Et je pense qu'on a plus ou moins tous cette expérience d'avoir entendu un mot, une parole qui nous a bouleversés, qui nous a complètement, vraiment, qui nous a retourné un petit peu le cerveau, hein, qui fait peut-être suture avec une certaine transformation de nous-mêmes. Il y a des mots comme ça qui nous bouleversent. Et ça, effectivement, encore une fois, c'est un petit peu, j'ai envie de parler
peut-être de la magie des paroles qui sont effectivement énoncées dans une pratique. Est-ce que je peux te poser une question, Frédéric? Oui, oui, Valérie. Alors, tu as dit, donc, quand ils font, en fait, on préférait pratiquer un beau mensonge plutôt qu'asséner, en fait, une vérité malhabile. Et toi, dans ta propre pratique, qu'est-ce que tu penses, en fait, donc, de cette affirmation? Euh, alors là, c'est par rapport, donc, c'est devant, je pense que c'est par rapport aux tribunaux. Je pense que c'est comme ça qu'il se positionne. Par rapport à une pratique clinique, je sais pas comment lui, il voyait la chose. Moi, à mon sens, comme je disais tout à l'heure, la vérité, on n'y a pas accès, en tout cas, à la vérité absolue, on n'y a jamais accès. Donc, on fait qu'effleurer une vérité. Et quand on sent qu'on approche sur une vérité, alors là aussi, on avance au cas par cas. Ça dépend aussi de l'analysant avec qui je suis. Est-ce que quand je m'approche d'une vérité, est-ce que effectivement je dois être, on va dire, lacanien, c'est-à-dire où je dois me confronter à cette vérité ou à cet effleurement de vérité, ou est-ce que je dois être progressif, est-ce que je dois sublimer? Et donc, j'ai envie de dire que là aussi, ça dépend aussi de la personne que j'ai en face de moi, de comment, effectivement, Il y a beaucoup de feeling, hein, il y a beaucoup de feeling, c'est-à-dire que ça dépend de la qualité relationnelle aussi que j'ai avec l'analysant. Cette idée que, de toute façon, on ne peut pas tout dire. Ça, c'est un fantasme de croire qu'on peut tout dire. Donc, on dit ce qu'on peut. Il faut aussi bien reconnaître que l'analyse dit aussi ce qu'il peut. Et donc, l'usage d'artifice, oui, pourquoi pas aussi. C'est ça que tu veux me dire, que l'usage de l'artifice, oui, c'est ce qu'aussi dit Antiphon. C'est-à-dire que l'artifice peut nous aider. Et un mensonge est-il encore un mensonge lorsqu'il peut être taxé de vital? C'est-à-dire qu'un mensonge peut être utile et vital. Et on le sait par rapport, je pense à des patients voilà, qui ont des maladies graves, etc. C'est la façon aussi d'aborder la vérité de la maladie. Ça aussi, c'est important. J'en discutais tout à l'heure avec Laurence Cécile. Hein, je crois qu'il y a sur la parole du médecin, le fait que souvent la parole du médecin est une parole tranchante et que justement elle n'est pas réfléchie comme chez l'analyste et que parfois effectivement on a des patients qui sont ruinés psychologiquement en sortant de chez le médecin à cause du discours médical. Et enfin moi je suis passé le premier l'année dernière quand on m'a annoncé ma cardiomyopathie, la façon dont le médecin m'a annoncé ça, le monde s'écroule. Et il faut du temps, justement, il faut une parole, il faut mettre des mots sur certaines douleurs, sur certaines maladies. Si on ne met pas les mots justes, effectivement, on est dans la panade. Donc oui, c'est essentiel de savoir créer des artifices qui soient, encore une fois, au service de la vérité et pas contre la vérité. Oui, Laurent Cécile. Oui, comme on disait tout à l'heure. Et en plus, je rajouterais que les mots ne sont pas les mêmes selon le patient. Pas du tout. Il y a des gens qui veulent savoir, mais ils ne veulent pas savoir la même chose. En fait, il y a des gens qui veulent vraiment tout savoir. Puis il y a des gens qui veulent juste survoler. Et c'est la même chose en psychanalyse, totalement. Il y a des gens qui ont envie d'approfondir, mais en survolant. Il y en a qui veulent vraiment rentrer dans les détails. Mais en médecine, et on en parlait tout à l'heure, comme les pathologies sont souvent psychosomatiques, on remonte, mais il faut prendre des pincettes avec les gens. On est obligé de prendre des artifices multiples pour leur faire comprendre la vérité jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'ils peuvent accepter. Parce qu'autrement, on perd le patient. On perd le patient. Et si on perd le patient, c'est pire que tout. Donc on doit aller jusqu'à un certain point. Est-ce que tu es d'accord?
Tout à fait. Oui, Mina. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend. C'est bon? Oui, voilà, je voulais te demander pour Antiphon, qu'est-ce que la notion du bonheur? Parce que visiblement, ce mot revient beaucoup. Je suis le seul à pouvoir m'offrir le bonheur. Est-ce qu'on parle d'un bonheur absolu en lien avec la nature ou est-ce que lui-même a, en fait, a appliqué un petit peu ces règles de non-famille, de rompre avec le lien familial, de rompre avec les lois civiques, etc. Quel était son rapport au bonheur et sa vie en fait d'homme? Alors là, effectivement, donc je suis pas, j'ai pas insisté là-dessus parce que là, bon, ça mérite au moins une dizaine de séminaires. Avec plaisir. La question du bonheur chez les Grecs, waouh, voilà, c'est complexe, très complexe, hein, parce que selon les écoles, on ne définit pas le bonheur de la même manière. Pour être simple, chaque école va définir une sorte d'idéal, j'ai envie de dire une sorte d'idéal psychique, quoi, quelque chose. J'aime bien ce que disent les stoïciens quand ils emploient par exemple le terme d'ataraxie. En grec, ça veut dire paix de l'âme. Alors, j'aime bien cette définition du bonheur comme paix de l'âme. Mais encore une fois, c'est délicat parce que toutes les écoles abordent le bonheur de différentes façons. Et j'ai envie de dire que pareil, le bonheur en question, c'est aussi ce que toi, c'est en rapport avec ce que toi, tu désires aussi. C'est en rapport avec ton histoire personnelle. Parce qu'on comprend bien que chacun, finalement, par rapport au bonheur, c'est quelque chose, c'est peut-être une quête personnelle, je dirais. C'est quelque chose qui est plutôt dans la quête du Graal, parce que c'est vraiment un Graal. Le bonheur, c'est une sorte de Graal. Donc, chaque personne le définit soi-même. Encore une fois, on n'est pas devant un absolu. C'est quelque chose qui reste intime et individuel. Donc, est-ce que je dirais que c'est une sorte d'idéal à atteindre? Peut-être quelque chose dans cet ordre-là. Mais encore une fois, c'est très délicat de définir. Vous voyez bien qu'on bute sur le bonheur. Définir le bonheur, c'est quelque chose sur lequel on bute. Tout le monde recherche le bonheur, mais on est incapable de le définir. Donc, de manière cohérente, oui, on ne peut pas le définir, on en parle, tout le monde le cherche. Pourtant, c'est quoi? C'est Eric Fromm qui dit oui, on cherche tous le bonheur, mais on ne fait que parler de sécurité et de mettre en place des systèmes sécuritaires. Donc, est-ce que c'est là le bonheur? Je ne sais pas. Mais... Donc oui, là, j'ai envie de dire qu'on est peut-être sur une aporie d'ailleurs. Hein. C'est une aporie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de définition. Non, il n'y a pas de définition, c'est impossible. Comment tu peux définir un truc pareil? Autant c'est comme définir Dieu. Qu'est-ce que tu veux définir Dieu? C'est un truc, c'est pas possible. C'est l'impossible. Le bonheur, c'est l'impossible. Voilà. Je te fais une réponse un peu mystique. Le bonheur, c'est l'impossible. Super. Oui, Anne. Attends, oui, par rapport à cette quête du bonheur donc chez les Grecs, il y a aussi la grande civilisation des brahmanes, 5000 ans avant, il y a 5000 ans, qui se questionnaient aussi sur cette question de qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que l'illusion, comment puis-je trouver aussi le fameux bonheur, entre guillemets. Il y a toute cette réflexion aussi sur l'identité de l'homme face au destin, à son destin social, etc. Enfin, qui je suis vraiment. Il y a la quête de vraiment qui suis-je vraiment. L'analyse de toutes ces... c'est un peu comme une quête de faire tomber les masques. Toutes ces projections en fait qu'on fait, ça rejoint aussi la formation un peu de nos personnages, hein, dans notre famille, dans notre place sociale.
Enfin, voilà, c'était juste… Oui, non, tout à fait. C'est important aussi de faire le lien avec d'autres cultures, d'autres civilisations. Bon, ce soir, on est resté Oui, sur bien sûr, les Grecs. les Mais ce que Grecs. je dis, c'est vraiment un problème humain qui a été étudié et qui l'est toujours, puisque ce soir, on se pose la même question. Je crois que c'est une question qui obsède depuis 100 000 ans que l'humanité existe, qui est toujours Ouais. là. Euh, et, et chaque culture voilà, apporte ses propres doctrines, puisque en l'occurrence, ce que j'ai bien voulu vous expliquer ce soir, c'est que effectivement, Typhon, effectivement, il présente un ensemble de doctrines et une posture. Donc, à la fois, il y a d'un côté la doctrine sur l'hédonisme, le plaisir, recherche du bonheur, etc. Et d'autre côté, donc, la posture, qui est vraiment une posture qui est très proche de la posture du psychanalyste. Et cette posture-là aussi qui me semble très, très intéressante. Donc, en tout cas, de pouvoir faire des parallèles entre la pratique, cette pratique-là, il y a 2400 ans, plus de 2400 ans. Donc, c'est de voir finalement, je trouve que c'est intéressant parce que comme il y a peut-être cette habitude, peut-être une mauvaise habitude, de toujours se référer à Freud, de toujours peut-être être enclavé, de s'enfermer sur Freud ceci, Freud cela, Freud le père, le papa Freud, le fondateur de tout. Et peut-être que c'est important aussi d'avoir, c'est aussi ce que j'ai envie de vous enseigner, de ne pas rentrer dans une idolâtrie. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche beaucoup aux psychanalystes, c'est d'idolâtrer Papa Freud. Et je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà, Freud a son importance historique, mais voilà, il y a d'autres personnalités. Et pour moi, Typhon est aussi important que Freud, et certainement d'autres avant Freud. Et je crois qu'il faut aussi peut-être voilà, je ne propose pas de réécrire l'histoire, je propose d'être attentif différemment à l'histoire. Il faut aussi sortir, parce qu'on fantasme l'histoire, et beaucoup d'analystes, effectivement, ont un fantasme sur l'histoire de la psychanalyse, et de croire que Freud est Dieu le Père. Et je pense que, moi en tout cas, personnellement, je trouve ça, je reviens à ce que disait Antiphon, donner un titre, une gloire à Freud, je pense que c'est aller à l'encontre justement de sa pensée. Je pense que c'est pas ce que cherchait Freud, à mon sens, c'est pas ce que cherchaient les pionniers à créer. Enfin voilà, je pense qu'en tout cas, ce phénomène d'idolâtrie il me semble délétère pour la profession. Je pense que voilà, il n'y a pas d'hiérarchie. Je ne crois pas la hiérarchie. Et je pense qu'il y a des auteurs, il y a des penseurs. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'APE. Chacun est là aussi pour apporter sa pierre. Il n'y a pas de Dieu tout-puissant. Il n'y a pas d'idole. Il y a une psychanalyse, il y a une science. Et on est là pour échanger, pour partager. On est une communauté avant tout. Et ce sont les liens qui nous unissent, qui doivent primer sur ces phénomènes d'idolâtrie. Et c'est mon côté un peu nietzschéen, vous savez, que faire la philosophie à coups de marteau, casser les idoles, les briser. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours revendiqué le fait de pas. Voilà, j'ai idolâtré, je suis un temps Nietzsche quand j'avais 15 ans. Bon, voilà, ça m'est passé. Donc, si vous avez… Oui, Magda, tu as une réflexion à nous apporter? J'ai trois choses à dire par rapport à ton exposé concernant justement notre cher philosophe. Donc d'abord, chaque fois quand j'ai fait une étude de pensée des antiques, je me dis que dans la condition humaine, rien ne change, quoi, que c'est toujours le même problème, tout simplement. Donc, voilà. Donc c'est ça. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton exposé, c'est justement cette notion de médecine de l'âme, qui à mon avis doit revenir dans la pratique justement psychanalyste. Hein. C'est très complexe. J'ai beaucoup aimé une réflexion sur le rêve.
Et nous, on a découvert les rêves au début du XXe siècle, alors qu'on a ici une belle réflexion approfondie sur les rêves, son rôle guérisseur, annonciateur de beaucoup de choses, et aussi la culture qui peut être oppressive. C'est qu'on voit, par exemple, actuellement, maintenant, c'est la raison de l'une des raisons de nos souffrances actuelles, c'est ce qu'on nous impose par rapport à la pandémie. C'est-à-dire qu'on doit rester à la maison, ceci, le machin comme ça. C'est tellement contraignant contre la nature, hein, que là, on se sent tous très, très malheureux, quoi, parce qu'on vit, et la loi de la cité est vachement difficile à accepter. Voilà, merci. Et ça, je pense que ça sort dans les pratiques cliniques actuellement énormément, quoi. Toute cette souffrance justement de la cité sur nous-mêmes, quoi. Complètement, complètement. Oui, Valérie, oui. Ah oui, ouais, voilà. Tu nous disais, oui, justement, par rapport à ce que disait Magda, effectivement, donc moi je me posais la question quand même de savoir, donc par rapport à Antiphon, là, tu nous as expliqué que, en fait, on devait être contre les lois dans la sphère privée et puis obéir aux lois naturelles. Magda, tu viens de nous dire qu'il y a effectivement donc, comment dire, dans la vie civile, donc il faut obéir, et justement avec le Covid, donc il y a plein d'injonctions, etc. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, donc dans la sphère privée, obéir aux lois naturelles? Ça signifie quoi? Et puis alors juste, effectivement, je viens juste de comprendre qu'Antiphon, c'était 2400 ans déjà, et que les problématiques étaient toujours les mêmes, donc c'est fou. Je viens de réaliser. C'est bête, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a, si tu veux, chez les philosophes, donc sophistes en l'occurrence, cette idée d'observer la nature, de voir comment la nature se comporte, et de la manière dont se comporte la nature, je dois adopter mon comportement par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'idée c'est ce qu'il dit, d'étudier la nature, d'étudier comment ça fonctionne, voilà, d'étudier le comportement animal, par exemple, de voir voilà, ce que je peux observer dans une forêt, etc., de voir comment effectivement tout ça… Il y a un ordre dans la nature, donc c'est ce qu'observent les philosophes. Il y a un rythme, il y a un rythme des saisons, etc. Donc, nos agriculteurs écosophies, qu'on appelle, ils nous le racontent bien aujourd'hui, je pense à certains, je ne sais plus comment on appelle ça, l'agroécologie, l'idée de respecter justement le rythme des saisons, etc. Parce que nous, on a, je crois, une agriculture donc, qui est industrielle, forcée, ou qui ne respecte pas en tout cas le rythme des saisons. Donc il y a cette idée justement d'une agroécologie qui respecterait donc le rythme des saisons, les lois de la nature, etc. Donc oui, c'est connu. D'ailleurs, je crois que dans le discours écolo, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Donc oui, c'est observer, si tu veux, la nature, comment la nature fonctionne, et respecter finalement ces lois-là. Alors après, effectivement, je dois t'avouer que il y a quand même des choses qui sont difficiles à aborder, parce que je crois que certains pourraient dire que, par exemple, le libéralisme, finalement, ça respecte les lois de la nature. En me disant que finalement, il y a côté darwinien, etc., et que chez le chimpanzé, la violence, finalement, elle est naturelle, et donc c'est normal. Enfin, donc, effectivement, je mets encore une fois, on n'a pas accès à la totalité de l'œuvre d'Antiphon, donc c'est difficile. Sur des cas de figure, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, tu poses une question qui est judicieuse. Quelles sont les lois de la nature dont on parle? Parce que quand on observe la nature, et là, effectivement, quand on voit chez nos amis éthologues, anthropologues, quand on étudie les espèces de singes, parce qu'il y a plus de 100 espèces de singes, en fait, on se rend bien compte qu'on rentre dans notre complexité, puisque dans les espèces animales, il y a des systèmes aussi. Donc, voilà aussi, effectivement, on est aussi dans
il y a des systèmes aussi dans la nature, il y a des systèmes différents. Donc, en tout cas, quand on observe les animaux, oui, il y a des complexités parce qu'il y a des systèmes familiaux qui sont très différents. Notamment, quand vous observez la différence entre les chimpanzés et les bonobos, c'est assez effarant. Vraiment, des systèmes très différents. Donc, on est quand même… là, encore une fois, on est 2400 ans avant notre ère. Donc, ce sont des fragments que je propose. Ce ne sont pas des traités qui font 4000 pages. Là, on est des fragments et ils sont là pour nous faire réfléchir justement. Est-ce que finalement, est-ce qu'il existe une différence entre la nature et la culture? Où elle est la différence? Elle existe. On est sur un gros débat. Oui, Laurent Cécile. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire, alors bien sûr, on ne peut pas donner de définition du bonheur, mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le bonheur, on ne peut pas l'attendre de l'autre ou des autres, mais on ne peut l'attendre que de soi-même? Oui, c'est ce que Antifon a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tu n'as pas écouté. J'ai Mais et en même temps, tu as bien écouté, tu vois, tu as retenu l'essentiel. Là, j'ai retenu que l'essentiel de là. C'est ça, effectivement. Il y a cette idée d'individu donc postmoderne, c'est-à-dire que le bonheur, je me le crée moi-même, je ne l'attends pas d'autrui. C'est une personne. Et cette idée aussi, pour moi, effectivement, la psychanalyse nous amène aussi à cette pensée-là, puisque la psychanalyse, effectivement, c'est une introspection sur soi-même, c'est quand même aussi nous amener à l'idée que je peux finalement être indépendant, autonome, maître de moi-même. Cette idée aussi, en tout cas, sans pour autant que l'analyste ne va pas imposer cette idée-là, mais dans le travail en tant que tel, elle est suggérée finalement, parce que la pratique analytique, elle permet peut-être effectivement une autonomie, de se créer sa propre liberté. En tout cas, j'ose croire qu'il existe cet effet-là dans la pratique analytique. Oui, Magda, oui. Je voudrais faire seulement une remarque par rapport à l'obéissance aux lois naturelles. Je ne pense pas qu'obéir aux lois naturelles, on les exécute d'une manière machinale, simplement sans vraiment se poser la question. Et par exemple, quand tu observes un fils ou une fille adolescente qui est en train de vivre le truc des hormones, voilà, ça sans se poser la question, est-ce que ça vaut, voilà, comme ça, c'est la nature, quoi. C'est-à-dire, on est poussé par les hormones et comme ça, et après, quand ça s'arrête, la nature fonctionne différemment et on obéit aussi, quoi. Donc, il n'y a pas une obéissance rationnelle et raisonnée par rapport à la loi de la nature. Alors, si Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. C'est une question, mais ça me fait penser à mon propre cas clinique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai une cardiomyopathie, donc j'ai une insuffisance cardiaque. Mon corps, en fait, me donne des alertes, me donne des signaux. C'est-à-dire que si je consomme trop de sel, si je consomme du tabac, de l'alcool, du café, effectivement, je vais faire une crise d'insuffisance cardiaque. Donc, j'ai commencé à être essoufflé, à m'étouffer. Et donc, voilà, peut-être que ma nature me donne une indication. C'est-à-dire que si je ne suis pas cette règle naturelle, effectivement, je suis amené à une certaine souffrance. Je vois d'autres patients qui ont les mêmes pathologies que moi, qui continuent à fumer, à boire, à manger du sel, et qui ne respectent pas justement, on va dire, ces règles en tout cas de notre nature. Donc, voilà, peut-être c'est comme ça aussi que Antifon imagine la chose. Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse de savoir est-ce que respecter la nature, c'est écouter son corps, écouter son environnement et de voir comment ça marche. Donc, se faire confiance aussi. Est-ce que c'est ça aussi, respecter sa propre nature? En tout cas, moi, ça marche. Depuis que je respecte mon corps, ce que dit mon corps, je vais beaucoup mieux. Et ça, c'est super. Oui, Anne?
Oui, ça fait penser un peu, en fait, son message, c'est d'être à l'écoute, d'être à l'écoute d'autre chose que les normes apparentes, d'aller plus à l'écoute, comme tu dis, de la confiance ou de l'intuition ou du ressenti, que souvent on essaye de noyer par la raison, par ce que les autres nous disent, par des injonctions, en fait. Et ouais, il y a un côté aller à la vérité. Hein, il y a un côté, c'est intéressant. Hein, ouais. Ouais, complètement. Et cette idée aussi, pour moi, qui est aussi très psychanalytique, hein, de vraiment faire confiance à la nature, de son propre discours, de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Donc vraiment, cette part de faire confiance à son intuition, faire confiance à son inconscient. Voilà, après, effectivement, il faut relativiser comment Antiphon récusait les lois civiles. C'est pas, encore une fois, ce sont des hypothèses, je ne sais pas comment il mettait ça en pratique, mais l'idée d'être vraiment attentif à ce que dit notre corps, ce que dit notre inconscient, notre intuition, euh, effectivement, ça me semble pertinent. Et voilà, on en discute d'ailleurs tout à l'heure avec Laurence Cécile par rapport au nombre considérable de personnes qui sont malades et justement qui ne font pas ce travail d'écoute, qui n'écoutent pas leur corps, qui n'écoutent pas leur intuition et qui finalement sont dans des rapports toxiques avec leur traitement ou soit qui ne prennent pas leur traitement, leurs médicaments. Et c'est ce qu'on appelle la non-compliance. Ouais, j'ai appris dans ma maladie, il y a 2 millions de Français qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Et je crois qu'il y a plus de la moitié qui ne veulent pas se soigner. Donc, c'est assez considérable. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de savoir écouter ce que dit mon corps, mon intuition, et peut-être aussi parce que je n'ai pas été habitué ou éduqué à écouter cela. L'éducation joue beaucoup quand même parce qu'on dit, quand on observe, vous allez dans un square et vous observez les enfants se faire mal. Non, tu t'es pas fait mal. Non, enfin, on est tout le temps dans la, on coupe le ressenti, on le coupe tout de suite, quoi. Donc finalement, peut-être qu'on n'apprend pas malheureusement suffisamment aux enfants à sentir le vent, le froid, à sentir. On masque tout ça et finalement, en grandissant, on fait des êtres ils vivent pas dans leur corps en fait. Ils sont pas il y a un déphasage. Enfin, je sais pas comment. Il y a quelque chose peut-être que de cet ordre-là, et peut-être qu'effectivement là on touche peut-être au cœur de l'enseignement d'Antiphon. Je pense qu'il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Bon, ben, écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour. Bon, ben, écoutez, je voulais juste peut-être, en tout cas, on a